Chaque matin, ils sont sur la première ligne de l'info. Catherine Gauthier, Rebecca McConnell et Raphaël Bouvier-Auclair donnent le ton à votre journée. Suivez la nouvelle émission Première ligne du lundi au jeudi 6h, heure de l'Est. Ici RDI. Nous sommes le mardi 23 septembre. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être avec nous en ce début de journée. On va faire le tour des récents développements dans l'actualité. Peut-être que vous avez vu cette conférence de presse un peu particulière en toute fin de journée hier avec le secrétaire d'État américain à la santé, Robert F. Kennedy Jr. et le président Donald Trump qui ont soutenu tous les deux qu'il existe un lien entre l'autisme et la prise d'acétaminophène, ce qu'on appelle régulièrement du Tylenol durant la grossesse, bien qu'il n'y ait aucune étude qui prouve scientifiquement les dires donc de messieurs Trump et Kennedy. Beaucoup de réactions et Emma Guerrero-Dufour sera avec nous un peu plus tard ce matin pour revenir sur cette conférence de presse et les nombreuses réactions que ça a provoqué. Ça a été condamné par les scientifiques, évidemment, qui se sont penchés là-dessus. Il y a des études qui existent depuis des décennies qui démentent ce qu'ont dit les deux hommes hier, mais malgré tout, conférence de presse à ce sujet-là. On va revenir là-dessus dans les prochaines minutes. Julie-Jasmine de Boudreau et Véronique Méran sont en studio avec moi. Bonjour à vous deux. Bonjour. Julie-Jasmine, autre nouvelle dans le milieu des médias, toujours aux États-Unis, c'est le retour de Jimmy Kimmel dès ce soir sur les ondes de ABC. Exactement, à 23h35, notre heure. Son monologue d'ouverture sera scruté de près. C'est ça. Alors, j'ai envie d'angler ça là-dessus ce matin, bien sûr. Puis, ça fait énormément réagir. La pression devait être particulièrement forte, je pense, parce qu'il y a des enjeux financiers, bien sûr, les annonceurs qui achètent à grands frais, justement, un bon 30 secondes dans cette émission-là. En plus du public, la liberté d'expression, les stars hollywoodiennes hier aussi se sont mobilisées. Alors, on va faire le point ensemble. Lui qui avait été suspendu après une blague en lien avec la mort de Charlie Kirk, donc cet influenceur de droite. Alors, on va y revenir dans les prochaines minutes. Faisons le tour des prévisions de la météo. Véronique, mon Dieu, en sortant de la maison, j'avais pas l'impression d'être la première journée de l'automne aujourd'hui. C'est vraiment 17 degrés, puis il y a ce fond d'humidité. Oui, c'est ça. Vraiment. On se croirait début août, là. Bien, c'est ça, de l'air qui va rester quand même assez humide, puis des températures qui vont rester au-dessus de 20 degrés. Alors, vraiment, cette semaine, c'est du 21, 22, 20, 21, 22. Donc, ça reste quand même assez agréable. Fond d'humidité encore aujourd'hui. Peut-être quelques gouttelettes ce matin. Là, c'est pas impossible qu'il y ait une petite averse, surtout vers l'Estrie. Mais sinon, dans l'ensemble, du nuage et même quelques éclaircies en fin de journée. Alors, système qui traîne un peu, mais des précipitations qui devraient demeurer davantage au sud de la frontière. 21-23 comme maximum. Encore une nuit très douce à venir, 13 à 16 degrés. La normale, la nuit, 8. D'habitude. Et on est loin. Alors, on est vraiment loin de ça. Là. 17 en ce moment, ce matin, puis 17, c'est à Montréal, mais ça varie entre 14 et 17 partout, incluant la région du Mont-Tremblant, Laurentides, la Naudière, Québec, secteur de l'Outaouais. Alors, grande douceur quand même au cours des nuits, ce qui va contribuer à faire augmenter les moyennes de température en septembre, qui va assurément se terminer avec du temps plus chaud que la normale et aussi avec un nombre d'heures d'ensoleillement plus élevé que la moyenne. On regardait ça hier, Julie-Jasmine et moi, là, les heures d'ensoleillement en septembre. Déjà à Montréal, 187 heures. On dépasse la normale du mois. Le mois n'est pas terminé. Oui. Est-ce qu'on égalera le record? Je ne pense pas, mais est-ce qu'on se positionnera dans le top 10 des septembre les plus ensoleillés? Fort possiblement. Donc, ça reste à voir, mais d'ici là, on parle de grisaille quand même là, aujourd'hui. Il y aura des nuages, des éclaircies. Demain, on ramènera les précipitations en fin de journée, soirée. 21-23 degrés demain aussi. Et jeudi, une dizaine de millimètres environ. C'est ce qui devrait tomber. Les conditions deviendront un petit peu plus ensoleillées vers la fin de la semaine. Amélioration aujourd'hui pour l'Abitibi également. Donc, cet après-midi, ça devient variable. Même chose vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. Petite probabilité d'averse ce matin, mais ciel devenant variable par la suite. 19 à 21 degrés pour l'est du Québec. Ça se dégagera sur la Côte-Nord aussi, avec 18 au thermomètre. Ça reste assez nuageux sur tout le territoire ontarien. Probabilité d'averse assez faible au nord, plus élevée vers Toronto, Windsor. 23 à 24 degrés encore aujourd'hui. Et du soleil dans l'ouest, il y en aura, encore une fois. 20-24 à Vancouver, 22-27 Edmonton et
Calgary. 25 à Regina, même s'il fait 4 degrés ce matin, ça grimpera jusqu'à 25 cet après-midi, 29 demain. Même chose sur le sud du Manitoba, autour de 25 aujourd'hui et des températures très estivales encore demain. Alors, premier jour de l'automne, oui, mais vous avez raison, vous allez mettre les pieds dehors ce matin, vous allez dire qu'il ne fait pas froid du tout. Non, profitez-en. Une belle journée, quoique un peu nuageuse quand même. Un peu nuageuse, mais peu de précipitations. Peu de précipitations. Merci Véronique, bonne journée. Bonne journée. Donc, Olivier Pellerin est avec nous pour parler de sport et on va commencer par le hockey. Alors, c'est à Avery Hayes qui revient maintenant à la mission de créer à nouveau les qualités devant Fowler. Et le Canadien va remporter... Donc, vous aurez compris par cet extrait, victoire du Canadien de Montréal en tir de barrage contre les Pingouins de Pittsburgh. C'était un match préparatoire au Centre Bellière. Oui, un match très attendu qui a été un peu, ralenti pour les amateurs en raison de cette grève de la STM. En début de match, on a vu des gradins assez dégarnis. Je ne sais pas s'il y avait une corrélation à faire entre la situation... Probablement plusieurs qui ont eu de la difficulté à se rendre. Ouais. Parce qu'on sait que le métro est souvent le moyen de transport le plus utilisé par les partisans. Ceci dit, ça a été un match agréable, je dirais, pour une première rencontre où on faisait un peu de découverte. Des joueurs qui vont tenter de se tailler un poste avec le Canadien de Montréal ont eu la chance de se montrer, d'être en vitrine pour une première rencontre, remportée 2-1 par le Canadien contre les Pingouins de Pittsburgh. Celui qui, en toute évidence, là, s'est mis en évidence justement dans le match d'hier, c'est Owen Beck, l'attaquant qui a été celui qui a tiré le plus durant la rencontre, 4 tirs, surtout le but en temps réglementaire qui a permis cette prolongation et ces tirs de barrage. On a pu voir aussi les 2 gardiens en action, Samuel Montembeault et Jacob Fowler, un peu le numéro 1 et probablement le futur gardien numéro 1 du Canadien de Montréal. Numéro 2, hein? Ou numéro 2, mais qui deviendrait probablement numéro 1 éventuellement, effectivement, ouais, okay. Au bout de son développement. Et les deux ont été très bons. Samuel Montembeault, c'est lui qui a entamé le match. Il a fait face à 21 tirs, a cédé une seule fois. Et pour Jacob Fowler, un match parfait, n'a pas cédé devant les 13 tirs qui ont été dirigés vers lui, que ce soit en temps réglementaire ou sinon en prolongation. Donc ça, c'est une belle marque quand même à mettre à son cahier. Et donc, belle victoire, voilà, pour le Canadien de Montréal. En voilà une première. Martin Saint-Louis voulait avoir un camp d'entraînement qui donnait un peu d'élan pour cette saison qui s'amorcera très bientôt. Première victoire, l'intensité y était. Les vétérans aussi ont montré de belles choses. Donc, je pense que dans l'ensemble, ça a été un match réussi. On peut d'ailleurs l'écouter, Martin Saint-Louis, sur peut-être cette première période qui n'a pas été très bonne. Mais bon, c'est un début de saison. La première période, c'était dur à poigner un rythme, quelque chose. Mais on a travaillé sur les unités spéciales. T'sais. Mais j'ai aimé comment on a poussé en troisième. T'sais, les boys voulaient gagner la game. Parce qu'il y a eu d'ailleurs plusieurs pénalités décernées aux Canadiens en première période, 4 de mémoire. Donc, effectivement, ça a un peu plombé le début de match, peut-être un peu freiné l'élan. Mais Martin Saint-Louis pouvait faire des tests justement avec son désavantage numérique qui s'est fait valoir hier. C'est là pour ça, ces matchs préparatoires. Voilà. Pour les amateurs de soccer, c'était la cérémonie des Ballons d'Or hier à Paris. Toujours très attendu pour décerner ces Ballons d'Or, donc pour meilleur joueur et meilleure joueuse de l'année. C'est un Français, Ousmane Dembélé, du Paris Saint-Germain, qui a reçu ce titre hier, entre autres grâce à ce premier titre de l'histoire du PSG en Ligue des Champions. Un joueur qui s'est illustré. Plusieurs jeunes Français, j'écoutais là, des entrevues qui ont été faites avec des jeunes Français. Ils veulent tous devenir Ousmane Dembélé maintenant, bien entendu. Il y en a eu des Français. C'est le 6e Français qui reçoit d'ailleurs cet honneur. Il y a eu entre autres Karim Benzema, Zinedine Zidane aussi, à une certaine époque, qui faisait la loi sur la pelouse. Ben là, c'est Ousmane Dembélé qui va chercher ce titre hier. Et chez les femmes, c'est Aitana Bonmati, 3e titre consécutif pour elle. D'ailleurs, elle rejoint un club select. Seulement 3 personnes l'ont fait. Lionel Messi, Michel Platini et maintenant Aitana Bonmati qui est allée chercher ce titre. Une soirée, beaucoup de fastes, de belles robes. Les gens étaient bien, oui. Et je me permets d'ajouter que Charlotte Cardin a chanté à la cérémonie d'ouverture son tube Feel Good. Voilà, il y en avait pour tout le monde. Donc, une belle cérémonie. On a célébré le soccer. Et maintenant, suivons cette nouvelle saison en Europe qui s'entame. Donc, on verra qui, l'année prochaine, pourra aller peut-être succéder ou Ousmane Dembélé peut-être confirmer une 2e année consécutive ce Ballon d'Or. Donc, merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Au revoir.
Revue de presse maintenant en une du Devoir, le cercle vicieux des TES qui deviennent enseignants. C'est un article de Zachary Goudreau. On est en train de se cannibaliser entre nous à l'intérieur du réseau de l'éducation. Essentiellement, l'article nous raconte que dans plusieurs écoles de la province, des techniciens en éducation spécialisés, les TES, migrent vers l'enseignement dans l'espoir de doubler leur salaire, d'améliorer aussi leurs conditions de travail. Le Devoir qui nous montre donc des chiffres au sommet de l'échelle salariale. Un technicien ou une technicienne en éducation spécialisée va faire autour de 55 000 $ par année, alors que c'est plus de 100 000 $ par année pour un enseignant ou une enseignante. On est en train de se cannibaliser entre nous à l'intérieur du réseau de l'éducation, dit le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, Éric Pronovo, qui s'inquiète de constater que dans plusieurs centres de services de la province, il y a des TES qui interviennent, par exemple, auprès d'élèves handicapés ou des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, qui font le saut pour devenir enseignants, sont déjà dans l'école, voient les besoins et sont en mesure donc de faire le saut et de suivre en parallèle leur brevet d'enseignant. Et donc, ça fait en sorte que ça crée une pénurie encore plus importante de TES, de travailleurs en éducation spécialisée. C'est à lire en une du Devoir, qui fait aussi sa une avec cette photo de l'Assemblée générale de l'ONU et de la France qui a reconnu à son tour l'État de Palestine, donc en une du Devoir. La presse de ce matin écrit « Attention, danger, trajet piétonnier vers l'école ». Il y a des écoliers qui empruntent chaque jour des intersections périlleuses, écrit le quotidien, des rues à plusieurs voies ou dénuées de passages piétonniers, de quoi nous rappeler pourquoi près de 500 enfants ont été blessés par des véhicules au cours des 5 dernières années près des écoles au Québec. Donc, un dossier avec plusieurs de ces intersections, à quel endroit et pourquoi c'est dangereux. Également, la presse a accompagné un agent de stationnement qui a remis des contraventions à des véhicules qui sont stationnés trop près d'une intersection ou encore en plein milieu d'une traverse pour piétons. C'est à lire dans la presse de ce matin, qui nous parle également, entre autres, des prix des maisons aux îles de la Madeleine. Le prix des maisons qui a beaucoup augmenté à travers le Québec, mais nulle part ailleurs autant qu'aux îles de la Madeleine, écrit la journaliste Hélène Barry. Écoutez ça, le prix médian a fait un bond de 215 % entre 2016 et 2023. On parlait d'un prix de vente médian, donc de 102 000 $ qui est maintenant à 321 000 $ selon les données de JLR Solutions foncières qui colligent les transactions qui sont enregistrées au régime foncier du Québec. Donc, vous pourrez lire les détails dans la presse de ce matin. En une du Journal de Montréal, c'est Québec qui veut empêcher les Hells de s'afficher. Effectivement, c'est le nouveau ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, qui veut s'attaquer au patch des Hells. Le nouveau ministre, Yann Lafrenière, qui a mis sur pied un comité, apprend le Journal de Montréal, d'anciens hauts gradés de la police pour l'aider à rétablir l'ordre dans certaines régions du Québec et tenter notamment d'empêcher les Hells Angels d'afficher leurs couleurs. Essentiellement, ce que le ministre voudrait faire, c'est que les municipalités, que les villes du Québec adoptent des règlements municipaux pour interdire donc aux Hells Angels de porter leurs couleurs plutôt que de passer par le fédéral et une loi donc via le Code criminel canadien. C'est à lire dans le Journal de Montréal de ce matin. Sinon, le National Post, mais aussi le Toronto Star nous parle de cette histoire du ministre de la Sécurité publique du Canada qui a récemment suggéré que personne ne devrait craindre d'être arrêté pour avoir refusé de remettre aux autorités une arme à feu prohibée parce que les policiers municipaux ont peu de ressources à consacrer à ce genre de situation. Donc, le ministre qui minimise, si vous voulez, ce programme de rachat d'armes d'assaut, lui s'est défendu en disant qu'il essayait de répondre aux frustrations de la personne avec qui il parlait parce qu'il y a un enregistrement de cette conversation avec cette personne qui a été rendu public et dit que ses commentaires étaient par contre mal avisés. Vous pourrez lire ça, entre autres, en une du National Post de ce matin.
Alors, on va revenir sur cette conférence de presse et sur ces dires hier du président américain, dont son secrétaire à la santé, qui a déconseillé la prise d'acétaminophène ou de Tylenol aux femmes enceintes en l'associant à un risque élevé pour les enfants. Une déclaration qui a été démentie par la communauté scientifique. Emma Guerrero-Dufour est avec nous ce matin. Bonjour, Emma. Bonjour, Mathieu. Alors, Donald Trump a carrément dédié toute une conférence de presse à cette question. Oui, avec les plus hauts responsables de la santé aux États-Unis, c'est l'un des sujets de préoccupation du président américain, l'autisme. Il a déclaré hier que prendre du Tylenol, qui contient du paracétamol, c'est pas bon. Il a poursuivi en disant que selon une rumeur, il n'y avait pas de paracétamol à Cuba et que conséquemment, il n'y avait pas d'autisme là-bas. Évidemment, c'est faux. Il y a des études qui ont établi des corrélations entre le paracétamol et l'autisme, mais aucune causalité. C'est le consensus scientifique. Le secrétaire à la santé, Robert F. Kennedy Jr. et le commissaire de la Food and Drug Administration, le docteur Marty Makary, ont aussi approuvé un médicament à base de vitamine B, la leucocorine, pour traiter l'autisme. Pourtant, ce médicament-là n'a pas été étudié, en fait presque pas, que sur une dizaine de participants à une recherche sur le sujet. Oui, et ça a beaucoup fait réagir. Évidemment, ça vient de haut, ça vient du président américain, de son secrétaire à la santé, des gens qui ont beaucoup d'influence. Évidemment, quand ces gens-là prennent la parole, ça a tout un écho et ça a entraîné donc beaucoup de réactions dans la communauté scientifique. Exactement. Plusieurs chercheurs dans le domaine ont fait des sorties pour démentir les déclarations du président Trump pour dire que établir ce lien entre paracétamol et autisme pourrait susciter de faux espoirs, alors qu'il n'existe pas de réponse simple. On écoute tout de suite à ce sujet le docteur Julien Cavana. Il est médecin neurologue spécialisé dans les maladies infectieuses et auto-immunes à l'hôpital Emory d'Atlanta. Il était en entrevue hier à l'émission 24/60. On ne connaît pas la cause de l'autisme qui serait la cause unique. Ce que l'on comprend, c'est que c'est une maladie multifactorielle qui aurait sans doute des tenants et des aboutissants génétiques. Ce sont probablement plusieurs gènes qui causent des facteurs de risque, des phénomènes biologiques, donc potentiellement d'exposition à un certain nombre d'agents chimiques et biologiques, et des phénomènes environnementaux qui relèveraient plus de la psychologie. Donc, c'est pas si simple. Il faut que plusieurs facteurs soient réunis pour que la maladie se produise. Au Québec, il y a la directrice générale de la Fédération nationale de l'autisme, Lily Plourde, qui a aussi réagi. On l'écoute. Il y a eu une grosse hausse des diagnostics, oui, mais c'est parce qu'on comprend plus l'autisme. C'est pas pour toutes sortes de raisons qui ont été artificiellement emmenées. C'est pas à cause de la médication, c'est parce qu'on sait plus c'est quoi. Le premier plan d'action en autisme au Québec, c'est 2003. Avant 2003, souvent, les personnes n'avaient pas les bons diagnostics ou parce qu'ils étaient fonctionnels, n'avaient pas de diagnostic du tout. Oui, c'est ça. Et puis, donc, c'est une condition, évidemment, l'autisme. C'est pas la première fois que ça revient dans le discours de Donald Trump, cette préoccupation de voir des gens qui présentent donc un spectre ou l'autre de l'autisme. C'est un peu l'une des obsessions, si on veut, du président Trump. L'administration avait promis en début d'année de révéler en un temps record les causes de ce qu'elle appelle l'épidémie d'autisme. Le secrétaire à la santé, Robert Kennedy Jr., a déclaré à plusieurs reprises aussi que les vaccins pouvaient causer l'autisme. Évidemment, c'est faux. On sait qu'il y a beaucoup d'autres problèmes de santé publique aux États-Unis, mais visiblement, l'administration Trump sent qu'il y a un intérêt politique à s'attaquer à cet enjeu-là en particulier. Merci beaucoup, Emma. Au revoir. Bonne journée. Alors, on va revenir sur la scène culturelle avec cette nouvelle. On a appris ça hier en fin de journée. Jimmy Kimmel, l'animateur, qui présente son talk show de fin de soirée, son émission de fin de soirée sur ABC, qui a été suspendue la semaine dernière. Il sera de retour, Julie Jasmine, dès ce soir. Oui, c'est ça, retiré des ondes à la suite des critiques suscitées, bien sûr, par ses propos sur l'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk. Donc, ce soir, dans un communiqué, la chaîne ABC a dit hier avoir passé les derniers jours à avoir des conversation réfléchie avec Jimmy Kimmel. Et après ces discussions-là, on décide de reprendre les ondes donc ce soir. Et je parlais un peu plus tôt d'entrée de jeu de pression forte, notamment sur le marché. Le public aussi, en ce qui concerne la liberté d'expression et surtout la mobilisation de l'industrie, parce qu'un peu plus tôt hier, durant la journée, c'est 400 stars hollywoodiennes qui avaient signé une lettre ouverte en soutien à Jimmy Kimmel.
Là, on parle, Mathieu, de Tom Hanks, Jennifer Aniston, Robert De Niro, Jamie Lee Curtis. C'était une lettre qui était portée par l'Union américaine pour les libertés civiles qui dénonçait un moment sombre pour la liberté d'expression des États-Unis. Donc, bien sûr, ça faisait partie d'une des choses qui a peut-être mis la pression. Et la veille aussi, là, on est rendu à dimanche, on recule un peu le fil de l'histoire. C'est la chanteuse canadienne Sarah McLachlan qui présentait son documentaire Little Fear, qui est dans le fond, un documentaire sur ce fameux festival des années 90, un documentaire féministe qui a pris en fait la parole pour dire j'annule ma prestation plutôt que de manifester ou de me produire, je vais juste exprimer ma solidarité en faveur de la liberté d'expression. Elle n'avait pas fait de mention directe par rapport à l'affaire de Jimmy Kimmel. Cependant, le documentaire est présenté aux États-Unis sur la chaîne Hulu. Et Hulu, c'est une propriété de Disney et Disney propriétaire d'ABC. aussi, donc, évidemment, on a fait des liens croisés, là, on a bien compris. Alors, ce soir, 23h30, c'est Jimmy Kimmel qui va reprendre le collier. J'en profite pour vous dire que ce ne sont pas tous les Américains qui vont le voir parce qu'il y a les chaînes affiliées Sinclair, donc les stations du groupe ABC, qui est le plus grand groupe de stations affiliées qui a décidé hier, on l'a reçu un petit peu plus tard, hier en début de soirée, qu'il n'allait pas diffuser le talk show de fin de soirée de Jimmy Kimmel. C'est dans 39 stations affiliées sur le réseau ABC. Là, qui en comprend à peu près 250. Alors, on va mettre un programme d'information. Mais la grande question, est-ce qu'il pourra se permettre des blagues sur la liberté d'expression? Est-ce qu'il va aller là? On le connaît dans son style qui est beaucoup dans l'ironie, l'humour caustique, les pointes aussi au gouvernement. De Donald Trump, évidemment. Est-ce qu'il va aller jusque-là? Est-ce qu'il va vouloir rallumer les braises? De quelle façon il va revenir là-dessus? Parce que c'est à peu près certain qu'il ne peut pas écarter tout ce qui s'est passé au cours des derniers jours. Mais ça va être intéressant de voir comment lui et son équipe, on peut imaginer que tout ça n'est pas écrit que par lui-même. Non, c'est ça. Lui et son équipe vont ce qu'ils vont dire et à quel point... En tout cas, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ne vont pas du réseau venir réviser un peu ce qu'il va dire? J'ai hâte de voir et d'entendre. On s'en reparlera demain matin. Oui, on prend cet engagement-là. Vu que c'est tard, peut-être que vous ne serez pas devant votre télé ce soir. Je rattraperai. Mais j'ai cru comprendre que l'émission allait être enregistrée un peu plus tôt. Oui, donc c'est sûr qu'il y aura des contentieux là-dedans. On va regarder ça avec attention. Maintenant, un nouveau diffuseur de spectacles d'humour à Montréal. Fun Nation. Alors, c'est une nouvelle entité. Voici son nom. Pour vous résumer ça très simplement, j'ai envie de vous dire, c'est un site web qui est en quelque sorte un guichet unique qui offre une offre variée de spectacles d'humour, de théâtre, de comédie, de théâtre musical. Et ça, c'est dans un quadrilatère très, très précis à Montréal. On parle du quartier latin. Donc, des spectacles que vous pouvez aller voir notamment à l'Espace Saint-Denis, la salle Pierre-Mercure, le Monument national. Et l'offre représente à peu près 300 spectacles disponibles sur le site funnation.ca. Ce qu'on propose là-dedans, c'est des prix abordables, des offres croisées. Et c'est le groupe Entourage qui est derrière ça, qui est spécialisé dans la production de spectacles. Mais il faut aussi savoir que la personne qui pilote le projet, c'est Patrick Rozon, en fait, qui est l'ancien chef de la direction de la création du groupe Juste pour rire. Je vous rappelle que Juste pour rire a été racheté par Comédia. Mais donc, voilà. Donc, Fun Nation, l'idée, c'est de stimuler la fréquentation des salles montréalaises parce qu'on voit aussi que les couronnes prennent de plus en plus de place, de plus en plus d'espace et pouvoir offrir des lieux aux artistes. Et aussi pour le commun des mortels de s'y retrouver, d'avoir une offre en fait combinée. Et il y aura aussi un cabaret humoristique, les fameux Comedy Club, qui est un laboratoire de création. Ça fait partie donc de cette offre-là. Nouvelle offre, donc, mais concentrée dans un quartier de Montréal, le quartier des spectacles. Merci beaucoup, Julie Jasmine. Je vous en prie. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.